Utiliser un patronyme pour désigner une découverte en sciences, voire donner son propre patronyme, c'est assez courant. Le théorème de Pythagore, le théorème de Thalès, les lois de Newton, le boson de Higgs, la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer, vous voyez ce que je veux dire? C'est particulièrement vrai en biologie, que ce soit pour nommer des organes, des cellules ou des pathologies, les mecs aiment bien donner leur nom. Ou le nom de leur pote. C'est pas toujours celui qui découvre le truc qui décidera par la suite que cette chose portera son nom. En tout cas, les noms de ceux qui auraient une certaine paternité sur un truc. On reparlera de cette paternité à la fin de la vidéo. Alors vu que la chaîne parle plutôt du cycle menstruel, je vais me concentrer sur l'appareil génital féminin. Et même si ce n'est pas une pratique réservée uniquement au corps féminin, on retrouve cette caractéristique plus présente dans les parties anatomiques spécifiquement propres au genre femme. Environ 2 fois plus. En gros, chez l'homme, et sauf erreur de ma part, il y a les cellules de Leydig et de Sertoli qui se trouvent dans le testicule et les glandes de Cooper situées à la racine du pénis. Le reste de l'appareil génital masculin ne se nomme pas avec des patronymes. Revenons donc aux patronymes sur l'appareil génital féminin. Parmi les plus connus, il y a les trompes de Fallope. Il s'agit bien sûr des trompes utérines, mais on retrouve encore régulièrement dans les ouvrages de biologie l'appellation trompe de Fallope. Il y a d'autres parties de notre corps qui portent son nom, comme l'aqueduc de Fallope, qui désigne une partie de l'oreille interne. Fallope, donc de son vrai nom, Gabriele Fallopio, un Italien anatomiste du XVIe siècle. En fait, c'est pas vraiment lui qui a découvert les trompes utérines pour la première fois. Comme bien souvent, en fait, celui qui donne son patronyme n'est pas toujours le premier à avoir décrit l'organe, la cellule ou la pathologie en question. D'après certains de ses contemporains, Fallope était un personnage modeste et respectueux, ce qui ne va pas forcément en fait avec ce que je viens de dire. Mais même si on considère que c'était vraiment le cas, franchement, qui a envie d'avoir un truc dans son corps qui s'appelle Fallope? Même Fallopio, hein. Dans les autres appellations assez connues, vous avez la flore de Döderlein. À l'époque, les bactéries étaient rangées dans la catégorie végétale, d'où le nom flore. Aujourd'hui, on préfère la nommer microbiote vaginal, même si on croise encore souvent l'appellation flore de Döderlein. Il s'agit donc d'une joyeuse population de bactéries, principalement des lactobacilles, ainsi que des champignons et autres réjouissances, installées dans le vagin, et qui jouent le rôle de protecteur. Albert Gustav Döderlein était un médecin allemand de la fin du 19e, début 20e, qui semble-t-il a passé sa vie à scruter le vagin des femmes. Chacun son passe-temps. Et il y découvre ces lactobacilles, d'où le nom de flore de Döderlein. À part ça, Döderlein a collaboré avec les nazis à la fin de sa carrière et est l'auteur du commentaire juridique officiel de la loi sur la stérilisation promulguée par l'État nazi, comment procéder à la stérilisation d'une femme. Apparemment, c'était plutôt un connard, alors je propose qu'on boycotte massivement les termes flore de Döderlein ou bacille de Döderlein. Avez-vous déjà entendu parler des glandes de Bartholin? Ou peut-être de la bartholinite, une infection de ces glandes? C'est un peu moins connu, mais ce sont en réalité les glandes du clitoris, qui produisent notamment la cyprine, une sécrétion lubrifiante. Alors c'est pas vraiment le nom officiel, mais c'est ce que proposent les auteurs du livre Nos sexes sont politiques, un livre que je vous recommande chaudement. Les appeler les glandes du clitoris, ça désigne bien mieux ce qu'elles sont en réalité, alors que les glandes de Bartholin, ça reste quand même beaucoup plus flou. Qui se souvient de Bartholin? Ce qu'il a fait, ce qu'il a été... Est-ce qu'on s'en fout pas un peu, franchement? Bon, si vous voulez savoir, Bartholin était un médecin danois du XVIIe, XVIIIe, issu d'une longue lignée de médecins qui a pu bénéficier de tous les privilèges sociaux de son époque, en tant qu'homme et appartenant à la bourgeoisie. Il fut par exemple nommé par le roi à 19 ans professeur de philosophie. Alors, peut-être qu'il était très doué. Peut-être. Mais il a sûrement profité de ses avantages sociaux, ce qui lui ont permis bien plus facilement que n'importe qui d'autre d'avoir une belle carrière. Les glandes de Skene, ça vous dit quelque chose? On les appelle aussi les glandes para-urétrales, et parfois même, et de plus en plus, prostate ou prostate féminine. Parce qu'en fait, il ne s'agit pas de plusieurs glandes, mais d'une seule, située autour de l'urètre, comme la prostate masculine, qu'elle sécrète un liquide similaire et qu'au niveau du tissu qui la compose, il est également très semblable à celui de la prostate masculine. Quant à Skene, c'était un médecin écossais du 19e qui a fait toute sa carrière aux États-Unis. Il a collaboré avec le gynécologue James Marion Sims, tristement célèbre pour avoir fait des expérimentations sur les femmes esclaves noires pour ses recherches sans anesthésie ni éthique et qui s'apparentaient plutôt à de la torture. Alors c'est pas très clair si Skene a participé ou non directement à ces expériences, mais en tout cas il l'admirait suffisamment pour avoir sculpté son buste en son honneur. Donc visiblement des tortures sur des esclaves noirs ça devait pas le déranger des masses. Bref, la paternité de Skene sur la prostate féminine, je pense qu'on peut s'en passer.
Enfin, il existe les poches de Shaw ou récessus vaginaux et le follicule de De Graaf ou le follicule ovarique mûr. Alors je vais passer un peu plus vite pour ces deux-là, et c'est pas du tout parce que j'ai pas beaucoup d'infos sur ces deux hommes, hein. Pas du tout. Si en fait c'est quand même un peu pour ça. Les poches de Shaw se situent dans le vagin et servent, après l'ovulation, à réabsorber l'eau de la glaire cervicale, une sécrétion produite par la femme qui maintient en vie les spermatozoïdes pendant plusieurs jours. Quant au follicule de De Graaf, c'est la dernière étape de maturation du follicule, donc l'enveloppe qui contient le futur ovule. Pour Shaw et De Graaf, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'était un peu comme pour tous les autres, c'était des hommes et qu'ils étaient blancs. Oui, il n'y a pas de femmes en général dans tous ces patronymes, ni de personnes racisées. Bon, résultat d'un truc qui s'appelle le patriarcat. Normalement, t'as déjà dû en entendre parler, ça fait à peu près 10 000 ans que ça existe. Voilà donc un résumé de ces patronymes qui nomment des parties spécifiques au corps des femmes. Il y en a peut-être d'autres que je ne connais pas encore. Alors pourquoi cette vidéo? Pourquoi souligner le fait que certains donnent leur nom ou qu'a posteriori on attribue une paternité à un organe par exemple? Personnellement, j'y vois plusieurs problèmes. Premièrement, ces hommes-là travaillaient presque toujours en équipe, où ils avaient au moins un élève. Et le résultat de ces découvertes ne relevait donc pas que d'un seul homme. Donc réduire cet organe à un seul nom, ça attribue le mérite qu'à une seule personne, alors que c'est un travail d'équipe. Ensuite, donner son nom ne signifie pas toujours être le premier à avoir décrit cette partie. Par exemple, du temps de l'Égypte antique, on avait probablement des connaissances avancées sur l'anatomie, vu que pour momifier les morts, ils mettaient toute une technique en place qui nécessitait un certain savoir-faire. Seulement, comme c'est beaucoup plus lointain, leurs connaissances ont pu être perdues, ou peut-être qu'ailleurs dans le monde, les connaissances étaient transmises uniquement oralement. Bref, au final, à quoi ça sert de savoir que c'est machin ou truc qu'il a découvert en premier? Qu'est-ce que ça dit de vouloir à tout prix mettre un patronyme? Moi, ça me fait un peu penser à quelqu'un qui veut marquer son territoire, sa propriété. Il y a un certain égocentrisme dans cette démarche. L'autre problème de tout ça, c'est qu'en donnant un patronyme, on ne comprend pas la fonction de l'organe en question. Ça n'aide pas les individus à s'approprier leur corps. Et particulièrement pour le corps des femmes, qui, pour encore la plupart, connaissent très mal leur sexe. Enfin, cette paternité est parfois liée à un personnage qu'il serait préférable de déboulonner, et non de continuer à les honorer en gardant leur nom en mémoire. Alors, s'il vous plaît, utilisez plutôt les termes de trompe utérine, de microbiote vaginal, de glande du clitoris, de prostate, de récessus vaginaux et de follicule ovarique mûr. A plus!